Donc cette table ronde s'intitule du livre à la mise en scène. Donc on va commencer en fait par explorer comment, de quelle manière nos auteurs ici présents ont su adapter certaines œuvres, qu'ils soient les leurs ou d'autres œuvres, comme on va le voir. Donc je commence avec David Coulon, qui est donc novelliste, romancier, metteur en scène au théâtre et ainsi que comédien. Tu écris des histoires noires et plutôt trash, et tu portes un intérêt tout particulier aux personnages qui sont dans des phases de rupture mentale. Ton dernier livre, Demain disparu, n'échappe pas à cette règle-là non plus. Gilberto Villarroel, donc en 2016, tu as produit un documentaire sur Thomas Cochrane, un célèbre commandant de bord chilien. Tu as ensuite écrit plusieurs tomes des aventures de Lord Cochrane contre Cthulhu, édité aux Forges de Vulcain. Tu as publié le 2 février 2024 Zona Zero, ton dernier bouquin. Samuel Delage, donc toi tu es romancier et scénariste. Tu as adapté plusieurs de tes romans en court-métrage, comme Code Salamandre et Arcane Médicis. Et tu prodigues aussi des formations d'écriture, de romans ou de scénarios. Donc je vais commencer mon interrogatoire par une première question qui va être plutôt par quel médium en fait vous avez commencé à raconter des histoires dans votre vie. Est-ce que c'était plutôt des scénarios justement, est-ce que vous vous imaginiez au cinéma par exemple, ou vous avez commencé par les romans ou du théâtre ou des poésies? Alors moi j'ai commencé par écrire de la poésie, mais quand j'étais petit, hein, j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait c'était des poésies écrites à la première personne, donc ça se rapprochait du théâtre. On était entre la poésie et le théâtre, avec des personnages qui proféraient leurs pensées, donc c'était très déstructuré, très syncopé, très malade déjà à l'époque. Mais c'était de la poésie. Donc il n'y avait pas encore vraiment de mise en scène ou de mise en espace. Mais j'ai commencé comme ça. C'est marrant ce que tu dis parce que moi les premiers écrits, alors outre les petites rédactions collégiennes, mais c'était un petit peu dans cet esprit-là, mais c'était juste c'était un peu froid. Il y avait un petit peu de mise en scène, mais les vrais écrits que je considère être ceux qui ont déclenché quelque chose chez moi, c'était justement des poésies aussi. Alors de là après en venir au thriller et puis travailler pour le cinéma ou la télévision, Netflix et compagnie, on est très très loin. Mais je pense vraiment que la poésie, cette approche-là, c'est toucher du bout des doigts les émotions. Et c'est ça qui va être le matériau futur pour les récits et tout ce qu'on va pouvoir faire de plus long en fait, je pense. J'ai commencé pour la BD. Quand j'étais petit, j'avais 4 ans, 5 ans. Mon père m'avait enseigné à lire. Et j'ai commencé à dessiner et à écrire les scénarios des BD de Superman, Batman, des histoires originales. Après, j'ai commencé à inventer des personnages. Mais au moment d'aller au lycée, la BD, à l'époque, je n'étais pas considérée encore comme une expression artistique. On parlait à la fin des années 70, à l'époque de la dictature au Chili. Et j'ai commencé à dessiner pour la revue de mon lycée. Et après, j'ai commencé à écrire. Et pour l'écriture, je suis arrivé au journalisme. Après, j'ai commencé à travailler comme scénariste. Mais mon premier amour de toute la vie, c'est la BD. Et mon début comme écrivain. Et le premier livre que j'ai publié, c'était une BD, le 2009. C'est une adaptation de Lovecraft. J'avais adapté déjà Lovecraft au cinéma l'année 2000. C'est la même histoire, le modèle de Pickman. Et après, j'ai commencé à écrire des romans le 2014 à Paris. Mais la première façon de raconter des histoires pour moi, c'est la BD. Et c'est encore la façon d'écrire. J'imagine toutes les histoires comme un storyboard. C'est comme une BD aussi. Et donc, du coup, maintenant, vous avez bien grandi depuis. Et de savoir, quand vous écrivez un roman, une nouvelle, ou une poésie même, si ça vous revient, je veux savoir de quelle manière vous imaginez l'histoire. En fait, tu viens de le dire pour toi, sous forme de storyboard. Et donc du coup, de quelle manière vous imaginez votre histoire? Est-ce que vous imaginez directement à la mise en scène? Est-ce que vous pensez tout de suite à la cinématographie que ça pourrait faire ensuite? Alors je commence et après David, je pense qu'on va se rejoindre sur certains points. C'est vrai que moi par exemple les histoires pour Code Salamandre, un thriller que j'avais écrit pour Belfond,
J'avais un tableau de 2 mètres sur 2 mètres en blanc au fond dans la chambre. J'avais dessiné la scène finale. Donc là, c'était clair et net, c'est comme ça que ça se terminait. Et les grandes scènes, c'est vraiment des images hyper marquantes ou des séquences de films. Donc c'est clair que l'image est hyper importante. Et après, construction des personnages, mais tout vient d'abord par des scènes un peu emblématiques de l'histoire, du récit, les trajectoires des personnages. Et plus je bosse pour la télévision ou le cinéma ou les plateformes comme Netflix ou compagnie, avec des intentions particulières, des échanges que je peux avoir avec les chaînes télé et autres, plus on est dans un travail quand même de scénarisation. Et ce qu'offre le roman par contre à côté, c'est le plaisir immense de s'offrir des scènes qu'on ne pourrait jamais avoir à l'écran. Parce que ça coûte trop cher, ou alors c'est interdit, on ne nous propose pas ça. Mais globalement, voilà, l'image quand même, elle drive, en tout cas chez moi, et je pense que chez pas mal de confrères aussi, l'écriture. Alors, moi, il y a de l'image aussi, mais toujours à travers le prisme d'un personnage. C'est-à-dire que j'écris souvent, quasiment toujours, comme pour les poésies d'ailleurs au départ, à travers un ou une héros ou héroïne, qui peut être d'ailleurs héros ou héroïne, c'est pas nécessairement positif d'être un héros dans ce que j'écris. Et on voit en fait ce qui se passe à travers ses yeux, à travers ses pensées, à travers sa façon de faire, à travers sa façon de parler. C'est-à-dire que j'ai une écriture, pour le coup, alors ça c'est peut-être la mise en scène de théâtre, qui est très, pas théâtrale, mais qui est très proférée, très orale. Et donc très souvent très déstructuré, parce que quand on parle, c'est pas un style qui est propre. J'aime pas les styles propres en littérature. Il peut y avoir des E comme ça au milieu de mon texte par exemple, donc ça peut être moche, mais non, enfin j'espère que non. Et en tout cas on voit tout ce qui se passe par le biais des personnages. Et c'est un peu la même chose, ça a mieux parler du cinéma, moi par rapport au théâtre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur un plateau c'est nécessairement limité par le plateau. Et les personnages, à travers ce qu'ils vivent, à travers ce qu'ils éprouvent, à travers ce qu'ils disent, nous permettent d'aller dans l'imaginaire le plus profond possible. Et c'est pour ça que j'écris sûrement de ce point de vue-là. Donc il y a le côté cinématographique, le côté image, mais toujours à travers ce que voit un personnage. Parce que le réel, ça n'existe pas, ça existe à travers les yeux de celui ou celle qui le voit, quoi. C'est un peu la même chose dans ce que j'essaie d'écrire. J'imagine les histoires comme un film dans ma tête. Et à chaque fois que je raconte une histoire, mon but c'est que le lecteur arrive à imaginer le même film aussi. Et j'utilise des astuces, par exemple dans le livre, chaque phrase dans le livre c'est un cadre, on dirait, c'est une image. Et pour le lecteur, d'une façon inconsciente, pour le lecteur, quand il commence à lire, il commence à imaginer aussi. Si je change de lieu, j'ajoute un signe, un dièse, pour changer le lieu dans ce même chapitre. C'est comme une coupe dans son montage, on dirait. Et c'est une façon très visuelle de raconter. Je peux raconter, si on parle des adaptations, le 2021, pendant la pandémie, un producteur français a signé pour adapter le premier livre. Mais après, l'année suivante, il a reculé parce qu'il avait perdu de l'argent avec 2 films qu'il avait sortis après le premier confinement. Mais c'est trop facile d'imaginer chaque livre comme un film parce qu'ils sont racontés comme ça. J'ai essayé de guider l'attention du lecteur pour imaginer le même film que j'avais dans la tête. Alors, je voudrais plus ou moins rebondir sur ce que tu dis, Gilberto, sur les adaptations, parce que là, tu vas parler de tes adaptations de tes propres bouquins, mais moi, je suis allé voir une de tes adaptations du coup, que tu as parlé lors de la présentation, qui est des années 2000, sur le modèle de Pickman. Oui. Et du coup, je suis allé voir, c'est très intéressant par ailleurs, et j'avais une petite question, c'est quelles a été les difficultés pour adapter un autre auteur que toi-même, justement? Est-ce que tu peux nous partager justement ce qui a été le plus difficile et ce qui a été aussi le plus facile et aussi le plus fun? Oui. Il n'y avait pas les hashtags dans le texte, alors c'était plus compliqué, quoi. Le film est libéré sur YouTube si ça vous intéresse. Ça s'appelle Le modèle de Pickman. C'est une version sous-titrée. À l'origine, au Chili, ça a été présenté comme Chilean Gothic. Ça, c'est le titre original que j'ai choisi pour le film. C'était le premier film de terror contemporain au Chili.
parce que ça a été tourné l'année 97 et 18 en deux parties, parce que je n'avais pas de l'argent entre la première et la deuxième partie. C'est low budget, c'est l'adaptation de Les Modèles de Pickman. C'est un écrivain que j'adore, Lovecraft, et c'est un écrivain très difficile d'adapter. Mais j'étais vraiment obsédé pour l'histoire, et je l'ai utilisé comme une allégorie politique de la transition chilienne, qui avait des monstres aussi, qui n'étaient pas punis encore, qui marchaient librement sur le soleil. Et j'ai fait les parallèles avec les monstres de la peinture de Pickman dans le film. Dans le film, Pickman, c'est un pinteur américain qui est arrivé au Chili pour faire la peinture. Ça c'est la première chose que j'avais adaptée. Et c'est difficile d'adapter Lovecraft parce que c'est un écrivain d'atmosphère. Quand il parle d'une chose horrible, il donne la liberté à chacun d'imaginer les choses plus horribles dans la tête. Et la piège, c'est toujours que en chaque adaptation, le réalisateur va essayer de mettre sa vision. Et c'est normalement quelqu'un avec un maquillage pas bien réussi, c'est difficile. Dans notre film, on a décidé de laisser hors de cadre les monstres. C'est-à-dire c'est une caméra subjective. Et ça donne l'ambiguïté aussi pour imaginer que nous sommes aussi les monstres, dans un côté allégorique. Et la chose plus difficile, c'était le budget. Bien sûr, c'est une production indépendante au Chili, début des les premières années, dizaines d'années de la démocratie. Après, un auteur c'est normalement un auteur d'atmosphère. C'est difficile de traduire tout ça en images. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser certaines ambiguïtés aussi. On a bien travaillé avec la direction de photographie, la lumière, et les hors de cadre, et aussi avec la musique. J'ai travaillé une année entière avec les musiciens, avec des instruments de différentes cultures, de différents pays, avec des pierres, des briques, de toutes les choses capables de faire un son, avec des partitures jouées à l'inverse, pas enregistrées à l'inverse, jouées pour les musiciens, et avec des archives aussi de sons de l'ingénieur de son de Lynch, qui avait libéré à l'époque des matériaux, des sons des industries qui sont comme des chœurs, des choses comme ça, des bruits métalliques. Ça a été un sacré boulot les films. Mais les Lovecraftiens ont bien aimé. Les films ont été diffusés dans un festival aux États-Unis consacré à Lovecraft. Chaque année, il y a un festival, le H.P. Lovecraft Film Festival à Oregon, et a été publié après en DVD pour le festival. Si je dis pas de bêtises, il a eu un titre, ton film. Enfin, il a eu une récompense. Oui. Un prix, merci. Oui, ça a été mon premier scénario. Mais grâce à que le scénario a gagné 2 prix au Chili, j'avais l'argent et j'avais la pellicule à l'époque argentique. Et ça m'a obligé à devenir producteur pour tourner mon scénario avec un groupe d'amis. Et j'ai travaillé 5 ans pour compléter le film parce que j'avais aucune idée comment produire un film. Et même comme écrire, j'ai écrit 17 fois, réécrit le scénario, même pendant le montage. Et pendant l'édition, est arrivé un autre personnage qui c'est une voix off, qui aura un spin-off. Je suis en train d'écrire un roman avec ce personnage aussi. D'accord. Donc, moi, j'aurais aussi autre chose, c'est la différence qu'il y a globalement entre du coup adapter comme un bouquin comme vous l'avez fait, ou la différence entre ça et adapter enfin pas adapter mais justement écrire un scénario de zéro. Quelle est la différence fondamentale qu'il pourrait y avoir entre les deux en fait? Est-ce que par exemple vous écrivez d'abord comme un livre votre scénario, ou est-ce que vous écrivez directement le scénario et ça se passe totalement autrement, et dont les contraintes qui vont avec, je suppose, à chaque fois dans chaque cas? Donc là en fait toutes les semaines je suis en échange avec un paquet de producteurs. Et il y a les projets qu'on dit on-spec, c'est-à-dire c'est nos idées, c'est notre idée de scénario. On a vu des films et des séries sympas, on est inspiré et on se dit tiens, on pourrait proposer quelque chose de nouveau, d'original, un angle un peu décalé. Donc là on fait des choses on-spec, on prépare une pré-bible. Parce qu'en fait le producteur il va pas se taper un livre à regarder, et encore un livre et encore moins un manuscrit.
il doit être convaincu rapidement parce qu'il voit beaucoup de projets. Et quand c'est pas lui qui nous fait une commande directement d'un projet ou d'une envie, là par exemple j'ai eu des échanges avec TF1 ou avec France Télé, les chaînes ont des envies particulières, elles recherchent éventuellement quelque chose sans savoir précisément quoi. Donc là on a déjà quand même un guideline pour aller dans une direction, mais dans tous les cas ça se termine par une construction d'une pré-bible. Et l'idée c'est, et souvent de toute façon ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec les personnages, ça va pas être les péripéties ou une originalité spécifique, c'est surtout le personnage qui doit émerger immédiatement, surtout aujourd'hui, avec un pitch très court. Et puis après, on a dans la pré-bible, on a un synopsis, on a peut-être un concept suivant les modèles ou une licence d'une série. Si c'est par exemple une série avec des épisodes bouclés, comme MacGyver, c'est une série qu'on pouvait regarder il y a de longues années, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde la connaît. Et dans chaque épisode, on savait qu'on allait avoir une surprise étonnante avec un truc qui allait nous faire, qui allait nous surprendre, quoi. Donc c'était une forme de recette. Donc tout dépend du format de ce qu'on propose, mais dans tous les cas, voilà, c'est un document d'une 15 à 20 pages sur la base duquel le producteur peut se décider, s'engager et se dire, a priori, j'aurai une chaîne télé ou une plateforme qui pourrait être intéressée pour pouvoir en faire l'acquisition. Mais c'est très long comme développement parce qu'on n'est pas tout seul. Comme je dis souvent, voilà, le roman, on est libre d'écrire ce qu'on veut. Et les décideurs, c'est seulement l'éditeur avec qui on travaille. Donc on a un interlocuteur en face, alors qu'avec l'audiovisuel, là il y en a une armée. Là. C'est producteur, chargé de développement, les comédiens, les réalisateurs, tout le monde vient mettre son grain de sel, y compris les comédiens vraiment importants, mais aussi la chaîne télé bien sûr. Donc puis des co-auteurs, et pas qu'un seul. Donc il y a toute une chaîne de décision. Mais en gros, le fruit de départ, c'est quand même l'auteur qui le produit, avec cette bible 15 à 20 pages, les éléments de la série quoi, ou du film. Oui, si je peux compléter ce que tu dis par rapport au scénario, il y a, outre le personnage, c'est vrai que j'ai écrit aussi plusieurs scénarios ces derniers temps, et c'est vrai que outre les personnages qui doivent être au cœur de l'intrigue, ce qui est demandé de plus en plus souvent, c'est aussi la question du point de vue. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'il y ait un point de vue. C'est-à-dire que c'est terminé avec les narrations, on va laisser plus ou moins le public libre de prendre parti pour tel ou tel personnage, telle ou telle histoire. Donc là, ça va être le point de vue de tel personnage, la vision de tel personnage, et on avance avec ce point de vue-là. Et ça, les producteurs, je ne sais pas si c'était OK, mais les producteurs, ils sont ultra attentifs et même intransigeants avec ça, quoi. C'est quel est le personnage ou la personnage principal, quel est son point de vue, c'est quoi le pitch et c'est quoi les arcs narratifs, et voilà, il faut que ce soit hyper cadré et correspondant à un marché, quoi. C'est ça le truc, correspondant à un marché, et en plus la définition du point de vue, de ce qu'on appelle l'arc narratif, etc., diverge un peu entre les producteurs, les diffuseurs. Chacun n'entend pas tout à fait. Alors c'est pour ça que chez Netflix par exemple, il y a vraiment un côté on prépare les scénaristes à entrer dans des équipes avec des coachs quelque part, hein, entre guillemets, mais qui sont là pour formater un langage commun, qu'on parle un peu tous de la même façon, pour employer les mêmes mots sur les mêmes caractérisations, parce que sinon on s'y perd, et c'est tellement dense un projet de série. Il faut voir que par exemple un livre de 300 pages, ça va donner un film de 90 minutes, on aura la matière. Mais une série 6 x 52, un livre de 300 pages, il va falloir le doubler le volume, même voire plus. Donc il y a beaucoup de choses à créer, et donc ces volumes sont très importants. Il y a un certain nombre de personnages, et alors la gestion des points de vue, si on n'est pas tout à fait au clair avec ce qu'on appelle un vrai point de vue ou des arches narratives, là ça devient un méli-mélo. Donc c'est vrai que souvent c'est un peu le casse-tête. Ouais, et puis pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, dans les romans on peut écrire des scènes qui coûteraient ultra cher si elles devaient être développées sur écran. Il y a des contraintes budgétaires aussi pour les scénars, quoi. C'est-à-dire que maintenant c'est le moins de lieux possible, le moins de personnages possible, le moins de jours de tournage possible, parce que tout ça coûte ultra cher, alors que dans un bouquin, si on a envie de changer de lieu toutes les 3 pages et puis de faire des explosions partout et puis de mettre 50 personnages par scène, aucun problème. On est obligé de tenir compte, nous on est français, le budget qu'on a en France il a une certaine limite. Chez France Télévisions, en moyenne, on va dire un unitaire c'est 2 millions d'euros. La chaîne elle donne 1,5 million et le producteur doit trouver 500 000 en plus via les aides, CNC, aides région, département, etc. et tout. Donc on a de toute façon une limite, une vraie enveloppe serrée, quoi. Et c'est ça, quand on est romancier, qu'on a une liberté totale.
C'est très frustrant des fois de se dire ah mince, l'écriture on peut pas l'amener comme on veut parce que on est obligé de tenir compte de tout ça. Quand j'ai écrit Cabal Pyramidion chez Albin Michel, je me suis dit c'est un livre que je fais, je me suis dit j'oublie l'adaptation, je me fais plaisir, ça va se passer en Égypte, ça va être extraordinaire, c'est génial. Je me suis fait un film d'enfer, si on m'avait pu me brancher ça aurait été génial. Je savais que personne n'aurait les moyens de faire ça. Et il y a quand même des prods qui m'ont demandé écoute Samuel, fais-nous une pré-bible, on va essayer de réfléchir. Puis on réfléchit à la dune du Pilat parce qu'on a un paquet de sable et tout, mais c'est pas l'Égypte les gars quoi. Donc c'est vraiment c'est un vrai souci quand on parle de budget, c'est terrible. Donc on a beaucoup de contraintes là-dessus, mais après ça fait partie du jeu de se dire, c'est pour ça que j'aime bien être sur les deux, roman et scénario, parce que le roman j'ai ma totale liberté, il n'y a pas de frustration, et sur le scénario j'y vais pour le challenge à chaque fois. En me disant, voilà, donc là par exemple j'avais fait 3 épisodes 26 pour France Télévisions, c'était dans les Dom-Tom, donc en fait France Télé a commandé 110 épisodes sur Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, etc. Et le but du jeu c'était ça, c'était faire travailler des comédiens locaux, techniciens locaux. On avait droit que à des scènes de jour, que dans une maison avec une cabane de jardin, il n'y avait pas de scène de rue, pas de voiture, pas de scène de nuit, pas de costumes spécialisés pour les comédiens, non mais 4 personnages max, avec un petit rôle, c'est-à-dire personnage qu'on va juste voir mais qui va pas dire qui doit rien dire du tout d'ailleurs, une silhouette, c'était vraiment les contraintes, il y avait 25 pages comme ça de contraintes, et puis des thématiques spécifiques à la Guadeloupe, à la Martinique, etc. Donc c'est un autre jeu, hein. C'est vraiment un autre jeu d'écriture, hein. C'est amusant. Moi j'ai fait une école d'ingénieur, donc il y a le côté mathématique, trouver des trucs, mais là c'est vraiment le Rubik's Cube avec des couleurs impossibles à trouver quoi. Mais du coup, on dit souvent avoir beaucoup de contraintes quand on écrit, que ce soit scénario ou même des romans, que ça aide justement à la créativité. Là, sur cet exemple-là, est-ce que ça t'a aidé ou au contraire On va pas se mentir, à un moment donné, la somme de contraintes nous amène vers une mission impossible. Mais par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est vrai que quand il y a de la contrainte, ça aide énormément, ça canalise des choses. Ça aide aussi l'auteur à travailler dans un certain cadre, et après on devient plus performant dans des cadres où on a de la liberté. Parce disons qu'on sait jouer avec certaines contraintes et on sait se poser des garde-fous en se disant tiens j'ai envie d'aller par là, mais avec quelques garde-fous je vais aller encore plus loin si je fais ça. C'est une aide, mais c'est comme un sportif qui veut s'entraîner pour la course à pied quoi. Donc il y a quand même les séances de fractionnés sont moins agréables que les séances de run libre quoi. Et du coup Gilberto, je disais du coup tu as produit, tu as été producteur. Donc tu étais de l'autre côté justement de cette barrière-là, enfin cette barrière entre guillemets, avec les scénaristes. Comment ça se passait, toi du coup, ce contact en fait, en tant que producteur pour le coup, avec les équipes de tournage, les équipes d'écriture aussi? Mais c'est un peu différent quand tu travailles de façon indépendante dans un petit pays, un petit marché. Et la bonne chose, c'est que tu as un peu plus de liberté pour faire des choses. Et qu'en tant que producteur, tu deviens aussi un peu plus généreux avec toute la part artistique. Hein? Mais j'ai travaillé comme producteur spécialement pour produire les choses que j'avais écrites. Et quand j'ai travaillé comme scénariste pour des autres réalisateurs, c'est une autre personne qui a fait la production. J'ai travaillé seulement comme scénariste quand ce sont des projets des autres personnes. Tu sais? Mais je trouve que de plus en plus, pour moi, hein, c'est plus facile de trouver une ambiance plus créative dans le domaine des documentaires que de la fiction. La fiction devient une chose plus standardisée, avec des formules très précises et répétitives aussi. Et aujourd'hui, j'aime plus, dans l'audiovisuel, je dis, j'aime plus faire des documentaires que fiction. Et par contre, l'écriture d'un roman, c'est une grande libération parce que tu n'as pas besoin de convoquer 50 personnes. Tu peux travailler tout seul et dire n'importe quoi, c'est vrai, un orage, un monstre, un bateau à vapeur, voilà. Après, quelqu'un d'autre verra si c'est possible de faire ça. Dans le roman, on peut aller à la Maison Blanche en 2 pages. C'est plus compliqué dans la vraie vie, quoi. Donc c'est ça qui est formidable. Et là où je rejoins la liberté dont tu parles, j'ai 2 films de cinéma en préparation, en cours, et le but d'au moins un de ces 2 films, déjà, c'est de faire du low budget, c'est-à-dire moins d'1 million d'euros. Pour un film de cinéma moyen en France, c'est 4 millions, et des films assez importants, c'est beaucoup plus que ça. Quand on dit low budget, c'est-à-dire que les financements peuvent arriver sans avoir nécessairement des chaînes télévision qui participent.
et donc avec des contraintes. Et la liberté de cinéma, et ben là effectivement, là par exemple, quand on fait du ciné, j'ai pu écrire des dialogués complets avec des co-auteurs ou co-autrices. Directement, enfin jamais on fait ça pour la télé, d'écrire une continuité dialoguée, quoi. On n'écrit jamais ça, quoi. On écrit d'abord une pré-bible qui va être discutée pour après arriver au séquencier avec chaque séquence, voilà. Mais jamais on écrit un dialogué, c'est refusé direct. D'abord il y a un énorme travail à faire en amont, alors que là le cinéma en tant qu'indépendant, on peut directement amener un dialogué, se faire plaisir, avoir cette liberté. Alors on essaie quand même de pas trop pousser non plus les murs, mais malgré tout on a cette liberté. Puis si on tient compte quand même de quelque chose d'un budget à peu près accessible, le cinéma peut permettre plus de choses. Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est qu'une chaîne peut refuser un projet écrit pour un film de cinéma, et il passe au cinéma, même s'il marche à la rigueur moyennement, elle le prend après en préachat et elle le diffuse sans discuter. C'est fou. Donc du coup, des fois ça vaut le coup de se dire, c'est pour ça que là j'ai plusieurs préparations de films comme ça, en me disant voilà, je me fais plaisir, on sait qu'on va aller au bout, ce sera projeté dans les salles de cinéma et après voilà, les chaînes télé se positionneront suivant le casting qu'on a pu choisir. Mais c'est vrai que cette liberté elle est importante, quoi. Oui. Por exemple, les documentaires sur la biographie de Lord Cochrane, qui m'a fait découvrir que lui avait inspiré tous les romans navals de Master and Commander, de Hornblower, tout ça. Le documentaire a été tourné pour la télévision publique du Chili, qui a donné la plupart de l'argent, mais en 7 pays, en 16 villes différentes. Mais nous étions normalement 6-7 personnes, et chacun avec plusieurs métiers. On dirait, j'étais le producteur, les journalistes, les scénaristes, et j'ai porté la lumière, tout ça. Le narrateur était un descendant de Lord Cochrane, de la noblesse britannique. Il nous aidait à porter toutes les choses aussi parce qu'il a bien compris que c'était une production modeste, low budget. Et comme ça, c'était la seule façon pour nous de réussir à tourner en 7 pays différents et raconter l'histoire en pleine liberté et reconstruire vraiment la route et la biographie du personnage. Je voudrais passer sur autre chose, parce que là on parle beaucoup de cinéma, on n'a pas beaucoup parlé de théâtre pour le moment. David, tu as écrit du coup une nouvelle sous forme de pièce de théâtre pour notre anthologie, donc Texte de l'art, qui est notre anthologie 2024, qui est en fait un spin-off de ton dernier roman qui s'appelle Demain disparu. Je veux savoir pourquoi avoir choisi une pièce de théâtre pour cette nouvelle-là. Est-ce que c'était par rapport au thème, tout simplement, Texte de l'art? Est-ce que c'était une idée que tu avais déjà avant ou est-ce que... Enfin, voilà. Non, c'était par rapport au thème, dans la mesure où le thème c'était Texte de l'art, et j'écris du théâtre par ailleurs, hein. J'écris du théâtre et je mets en scène des pièces de théâtre qui ne sont pas des pièces que j'écris d'ailleurs, c'est-à-dire que je mets en scène des pièces écrites par d'autres et j'écris des pièces qui sont mises en scène par d'autres. J'arrive pas à mettre en scène ce que je fais, donc ce que j'écris, et vice versa. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, pour répondre à ta question, non, en fait, quand on m'a proposé d'écrire pour l'anthologie, je me suis dit, sur les textes de l'art, je vais faire une espèce de mise en abîme, puisque c'est une pièce de théâtre qui parle d'art, et qui en même temps, effectivement, comme tu l'as dit, le spin-off de mon dernier roman, qui parle plus ou moins, je vais dire de la fin du monde, mais c'est tellement cliché de dire ça. Parce qu'en plus, c'est pas vrai, ça parle même pas de ça. C'est un roman pré-apocalyptique, donc c'est avant la fin du monde, mais on sait que ça va arriver. Bon, achetez-le, vous verrez, parce que j'ai du mal à expliquer. Il est bien. Ouais, voilà. Non, mais j'ai du mal à expliquer ce dont il parle de façon claire. Mais en fait, oui, l'idée d'écrire une pièce de théâtre est arrivée assez naturellement, en fait. C'est une courte pièce, hein, ça fait 12 pages, ce qui veut dire que ça durerait peut-être 15 minutes sur un plateau. Et ouais, c'est un univers... là plutôt post-apocalyptique dans l'anthologie, mais qui est une pièce de théâtre d'ambiance. J'écris des romans d'ambiance, je mets en scène des pièces d'ambiance, et là j'ai écrit une pièce d'ambiance, d'atmosphère. C'est-à-dire que tout est vu à travers le prisme des trois personnages. Il y a 3 personnages, on ne sait pas ce qui se passe, ils parlent d'une œuvre d'art, on ne sait pas quelle est cette œuvre d'art, le monde visiblement est dévasté, on ne sait pas pourquoi, et en 15 pages, j'ai essayé en tout cas de mettre en place une ambiance suffisamment anxiogène pour qu'on se pose plein de questions sur la fin de notre monde et sur la fin de l'art en général. Puisque visiblement on y est un petit peu. Parce que ce qu'on est en train de dire là sur le calibrage des fictions, quand on commence, on le fait, hein,
Quand on commence à le faire, alors on essaye de mettre notre patte, hein, tous. On essaie de passer par les chemins de traverse. Mais à l'arrivée, ça calibre de plus en plus. Parce qu'on obéit non plus à... ou en tout cas de moins en moins à ce qu'on désire faire, mais de plus en plus à un marché et à quelque chose et un cahier des charges en fin de compte. Ce qui est extrêmement, extrêmement dommage. Donc j'ai extrapolé un peu, j'ai un peu élargi ta question initiale. Ce problème qu'on a du coup avec le marché qui est de plus en plus contraignant du coup pour les scénaristes, est-ce qu'on l'a aussi quand même pour le théâtre? Parce que c'est vrai que quand je pense aux pièces de théâtre, est-ce que c'est autant le cas qu'au cinéma? Oui, c'est-à-dire que maintenant tu vas avoir de plus en plus de pièces de théâtre dans lesquelles il y a un personnage ou deux sur le plateau et c'est tout. Les productions dans lesquelles il va y avoir une dizaine de personnages, c'est pour l'économie, ouais. C'est le coût plateau, qu'on appelle ça un coût plateau. Pardon. Le coût plateau va être trop important s'il y a 4, 5, 6, 8 comédiens, plus techniciens, scénographes, metteurs en scène, etc. etc. Donc maintenant, un monologue ou un duo, pardon, c'est devenu la norme. Alors qu'avant, c'était plutôt l'exception. Avant, un travail de compagnie théâtre, c'était on est 8 sur le plateau. Maintenant, c'est waouh, ça c'est une super production, il y a 8 personnages. Bah non, Tchekhov, Shakespeare, etc. Il y a 8, 10, 15, 20, 30 personnages. C'est normal. Les auteurs contemporains, il y en a un ou deux. Donc il y a les mêmes contraintes financières. Oui, même pour les films, c'est très difficile aujourd'hui. Par exemple, un réalisateur comme Michael Mann, qui est un réalisateur que j'aime bien, et le film Hit qu'il a tourné avec Al Pacino, Robert De Niro, les Polar, il avait 100 personnages dans le film. Et chaque personnage avec un dialogue, 100 personnages. Aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. Et même Michael Mann, il n'arrive pas à avoir des budgets pour tourner des films. C'est très difficile pour lui aussi. Il a écrit la suite de Hit, il l'a publié comme un roman. Il est en train de développer la pré-production pour faire une séquelle et préquelle en même temps. Mais c'est trop difficile aujourd'hui de faire des choses d'un niveau comme ça. Une des choses que j'ai appris assez vite, ça m'avait surpris, mais en ayant plusieurs projets avec plusieurs producteurs, il y a un truc qui est revenu, et je crois qu'il n'y a pas un prod qui m'a pas fait le coup. Et oui, en fait, tel personnage, on le pousse un peu là, lui on le pousse un peu là, et en fait ça n'en fait qu'un. Alors la fusion des personnages, j'ai eu droit dans tous les projets, quoi. C'est une économie incroyable, ça. Alors des fois à juste titre, parce que c'est vrai que c'était mieux pour des personnages, mais tout de suite on sent cette économie dès le début, quoi, qui arrive tout de suite. Ouais. Bon, on va arrêter de s'apitoyer sur le marché, un petit peu. Et tout simplement, je voulais poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous est le plus fun à écrire? Est-ce que c'est le roman? Est-ce que votre préféré en fait? Le roman, le scénario, le plus marrant, ce qui vous fait le plus plaisir? Scénario, roman, poésie? Moi c'est tout, c'est-à-dire que j'aime bien écrire théâtre, poésie encore un peu, moins mais encore un peu quand même, cinéma, roman. C'est des exercices différents radicalement. On pense pas la même chose quand on écrit. C'est pas la même façon d'écrire, c'est pas les mêmes contraintes. Alors même si on met le marché de côté, c'est pas les mêmes contraintes d'écriture, stylistique. Et quand on écrit du théâtre, par exemple, on le destine à un personnage sur un plateau. Quand on écrit pour le cinéma, il faut imaginer, comment dire, ça passe à l'écran, quoi. Il faut imaginer un cadre, il faut imaginer parfois des filtres couleurs aussi. Le roman, c'est la liberté totale. La liberté stylistique totale aussi, mais les trois sont hyper intéressants. Moi je dirais que j'ai pas de préférence. Ouais, moi c'est pareil, c'est le kiff dans tous les domaines. Après ça dépend du projet en question. Il y en a qui vont nous emmener plus loin. Je me souviens d'un retour en TGV il y a 2 mois sur une comédie que j'écrivais pour la télé. Et je me suis marré tout le long en relisant le truc. Je me dis franchement ça marche, je trouvais ça génial. Et puis il y avait les gens à côté qui souriaient, qui m'ont demandé au bout d'un moment le titre du livre et tout. Je dis ce sera pas un livre, ce sera peut-être au mieux à l'écran. Mais en gros voilà, on passe un bon moment sur un scénario alors que c'est plutôt froid par rapport à un livre. Et puis le bouquin, voilà, on joue avec les lettres, avec les mots, avec les émotions, l'atmosphère encore plus. Ça c'est fabuleux quoi. Donc chacun ses avantages et ses inconvénients en fait. Mais
Oui, si c'est pas fan, c'est pas la peine d'écrire finalement. Il faut s'amuser. Et chaque format a un code, un langage différent, mais chacun a un plaisir aussi d'écriture différent. Ok, donc tout en fait, tout écrire c'est fun. Question pour toi Samuel, tu as un film, enfin une production, un court-métrage si je dis pas de bêtises, avec Delphine Billienne du coup qui est aussi présente. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Alors en fait avec Delphine, on a plusieurs films, téléfilms en préparation, donc on croise les doigts. On peut rien dire pour l'instant de tout ce qui est... Voilà, mais on en a fait un paquet. Delphine, elle habite à Angers, donc voilà, moi je suis pas très loin d'ici. Donc on s'est croisés parce que j'anime des ateliers d'écriture. Et dans le cadre de ces ateliers, elle m'a rejoint et puis j'ai vu qu'elle avait vraiment envie de passer à l'audiovisuel. Donc on a commencé différents projets ensemble. Donc on a des projets de polar pour France Télévisions. On en a plusieurs. Je croise les doigts, la semaine prochaine des décisions très importantes doivent tomber de la chaîne, donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça c'est super chouette. Puis on a des projets pour des plateformes qu'on va présenter à Netflix, à droite et à gauche, aux chaînes comme TF1 aussi, donc effectivement je crois qu'on en a au moins 5 ou 6 en cours, donc c'est pas rien, on est tous les jours connectés, en échange, en visio, ou voilà, donc, mais pour l'instant voilà, on peut rien dévoiler de plus encore, mais si tout va bien, dans les semaines ou mois à venir, il y aura des infos par rapport à ça sur France Télévisions, a priori en premier lieu. Tu parlais là, à l'instant même de tes ateliers d'écriture et des ateliers de scénario. Je veux savoir un peu dans ce que tu as déjà fait, l'erreur la plus fréquente que tu as pu voir chez des jeunes scénaristes globalement. L'erreur la plus fréquente, ou oui, ce que tu... Je crois que l'erreur la plus fréquente, c'est quelque chose qui nous touche tous quand on est auteur, de toute façon, quand on commence. Je crois que je ne sais pas si mes confrères seront d'accord, mais c'est l'impatience. S'il y a bien un truc que l'écriture, de façon globale, que ce soit roman ou audiovisuel ou même théâtre, j'imagine, c'est le temps va lentement en fait. Donc nous on écrit peut-être vite, mais il faut savoir patienter, les décisions qui nous incombent pas à nous forcément. Et du coup ça nous oblige à être très pro dans l'écriture pour satisfaire le maximum d'exigences aussi. Et puis être à la hauteur par rapport aux comédiens qui vont interpréter ou aux lecteurs qui seront là, aux éditeurs qui décident, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Le temps, l'impatience, ça peut être un défaut. Ça peut être un moteur aussi parce qu'on veut aller vite. Mais après, il faut savoir que c'est tout ça, le théâtre, le cinéma, l'écriture, les scénarios. C'est une course de fond en fait. C'est très très lent, c'est très très long. Et parfois, quand on parle, comme ici, avec des lecteurs et des lectrices de notre dernier roman, parfois on l'a écrit il y a 3 ou 4 ans. Parce qu'il est sorti tard. Il y a un temps éditorial qui peut être relativement long. Et alors pour les films, c'est encore pire. Pour le théâtre aussi, le temps de production, de post-production, ça peut être très très long. Donc ouais, le tout c'est de s'accrocher à un projet et de prendre son temps, quoi. C'est un peu étrange, même quand on a une histoire qui est à 100% écrite en tête, il faut savoir qu'on va pouvoir mettre parfois plusieurs années pour arriver à la mettre en forme et à la mettre encore plus en œuvre s'il faut la mettre en scène théâtralement ou cinématographiquement. Cette notion d'impatience, je compte même plus le nombre de personnes dans mes ateliers qui bouent d'énergie et tout, donc c'est super. Je leur dis ça, faut le garder dans une batterie à côté, vous allez en avoir besoin parce que sur la longueur c'est vraiment important. Je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous parler. Alors pour prendre des choses, il y a eu la série 10% qui était passée sur France 2 qui mettait en scène des agents et des comédiens. Il a fallu 10 ans à cette série avant d'arriver à l'écran. Lupin, ça a été 5 ans sur Netflix. HPI qu'on voit en ce moment et qui cartonne avec des grosses audiences, ça a mis entre 5 et 7 ans. C'est très très long, ça a l'air de rien, mais voilà. Et là par exemple mon nouveau roman, ça fait 3 ans qu'il est écrit. J'ai retardé la publication parce que je joue le combo avec l'adaptation, mais entre le temps du roman, le temps de l'adaptation, c'est super long. Donc bon, il sortira, on a arrêté une date quand même, printemps prochain, parce qu'au bout d'un moment il faut qu'il sorte, mais voilà, le temps d'écriture il est très décorrélé de la réalité que le public peut voir après, hein. Et vous, du coup, je continue sur un peu les erreurs ou ce genre de choses.
est-ce que vous avez un souvenir de l'erreur qui vous a fait le plus peur que vous avez fait durant votre carrière, de vos écritures, quelque chose qui vous a vraiment fait peur à un moment donné, d'une erreur? Ou plusieurs erreurs d'ailleurs. Dans le processus d'écriture, tu veux dire, ou peu importe Dans le processus d'écriture, oui. Parce que, alors, hors processus d'écriture, je vais commencer par ça, c'est de signer un contrat sans le lire. Parce qu'on le fait tous. Dès qu'il y a les premiers contrats qui arrivent, je suis édité, je signe, mais en vérité, non, il faut le lire. Même si on comprend rien. En tout cas, il faut essayer de comprendre. Donc ça, c'est une erreur. Au niveau de l'écriture, l'impatience. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que je pense que j'ai une super idée. J'écris à fond et sans nécessairement relire, donc de fait, ça n'est pas super bon. Et j'essaie de le placer le plus vite possible sans avoir pris le recul, sans avoir pris le temps. Il faut vraiment freiner. En plus, quand on est des créateurs ou des créatrices, on a cette impatience parce qu'on a une idée en tête, on a envie d'exprimer quelque chose. Donc on est naturellement impatient et impatiente. C'est ce qu'il faut apprendre petit à petit pas à juguler, mais en tout cas à maîtriser, on va dire, ou à gérer. Oui, j'ai une formation de journaliste, de scénariste. C'est-à-dire, je suis bien organisé pour travailler, mais en même temps, j'aime bien utiliser l'intuition. Et pour chaque roman, je travaille avec la même méthodologie qu'a recommandé David Lynch, c'est-à-dire la première image qui arrive de façon spontanée dans ta tête, et tu commences à tirer le fil pour voir quelque chose est caché derrière. Et ça, c'est un grand effort parce qu'il y a un moment où c'est possible d'identifier l'histoire, mais pas entière. Et j'ai l'habitude de commencer avec une synopsis, même comme pour un film, hein? La synopsis d'un roman, le traitement, la structure d'un roman, mais il y a toujours aussi des zones qui sont à voir, on verra. Et ça, c'est le moment plus difficile, parce que parfois, c'est un blocage de plusieurs mois que je n'arrive pas à trouver la solution. Je saute, j'écris la fin, je vais en arrière, mais il me manque quelque chose, mais je sais qu'il est caché derrière. Et c'est un équilibre finalement entre méthodologie et intuition, mais c'est pas facile. Dans chaque livre, il y a un moment que je suis prêt à dire « Ah non, ça c'est un échec, je ne peux pas continuer ». Et après, je trouve la solution, mais parfois, sont plusieurs mois de réfléchir, d'essayer des choses. C'est difficile d'avoir un équilibre. Le dernier petit point dessus qui est quand même un moment de flip quand on écrit un bouquin. Déjà, quand on écrit un livre, ça prend quand même un certain temps. Mais c'est de s'apercevoir à 2/3 du chemin, voire à la fin, qu'il y a un livre qui est très proche, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou un film qui vient de sortir et qui cartonne. C'était la bonne idée. C'était juste que, voilà, pas le bon timing. Et ça arrive voilà, sur des projets. Donc j'invite vraiment les auteurs à raffiner, creuser, chercher, quand ils ont trouvé une idée sympa, de voir s'il n'y a pas quelque chose de trop proche, parce que sinon un éditeur lui dira écoute, t'as vu, il y a ça qui est sorti. Pour peu qu'en plus le livre ait fait un carton, hein, c'est mort. Hein. Donc c'est vrai que même si on peut écrire des histoires de tout à fait différentes en partant sur une même idée de départ, mais il faut quand même se démarquer quand même pas mal, sinon on aura des murs partout, personne ne voudra l'adapter, personne ne voudra l'éditer, quoi. Gilberto, tu disais du coup que tu laissais des flous exprès dans ton écriture pour pouvoir improviser, si j'ai bien compris du coup, à ce moment-là. Est-ce que tu as du coup des petites astuces, des choses que tu fais dans ton quotidien pour essayer d'avoir l'idée et débloquer justement ces zones de flou au moment où il y a besoin, que ce soit pendant un scénario ou que ce soit pendant un... Oui, des techniques pour justement trouver les idées dans les zones de flou. Normalement, je prends des notes. Je ne travaille pas seulement sur l'ordi, mais avec un cahier. Ça me donne la possibilité de réfléchir. Et parfois, quand ce sont des situations d'action, par exemple, pour le 10e Cochrane, j'avais une bataille à l'intérieur de Notre-Dame, à l'époque que Notre-Dame était abandonnée. Et j'avais besoin de chorégraphier la bataille, pour essayer toutes les possibilités pour chaque personnage de mouvement, d'une façon possible. Mais c'est un peu comme écrire un livre de Busset de héros. J'imagine toutes les possibilités et après je reste avec la meilleure, à mon avis.
mais tout le travail, c'est invisible pour le lecteur, pour arriver. Mais ça, c'est une chose que j'ai passé pas mal de 3 à 4 mois pour écrire quelques chapitres seulement, mais j'étais complètement bloqué parce que c'était très important pour la suite de l'histoire et m'a donné aussi la clé pour développer les personnages et l'adversaire. Je reviens sur le film de Michael Mann, il y a toujours un adversaire que c'est même intéressant que le personnage principal, et également intelligent, également intéressant, avec une vie entière. C'est souvent le personnage, l'opposant ou le plus grand des ennemis qu'on retient le plus. Ouais. C'est ça qui est fou. Et dans un film comme le Joker, qui était quand même déstabilisant, ce personnage, il incarnait un peu les deux en même temps. Et c'était terrible, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Mais pour débloquer, normalement, si je n'arrive pas, par exemple, pour le 5e, que ce n'est pas publié encore, il avait de la sorcellerie. Ça, c'est un territoire très subjectif, tu sais. Et j'avais participé à des choses au Chili de méditation, de cérémonies, j'avais quelques idées de documentation, mais j'avais besoin de quelque chose de spécial pour le livre. Et j'étais complètement bloqué et j'ai décidé de sauter. C'est-à-dire, j'avais décidé déjà à la fin du livre, j'ai écrit tous les chapitres qui vont après et j'ai sauté la part que j'avais bloquée jusqu'à le jour qui m'est arrivé. Mais c'est un procès c'est un mélange entre intuition et méthodologie. Je ne peux pas dire autrement. Alors, pour compléter un peu, moi quand j'ai des moments de blocage, j'écris des chapitres ou des paragraphes pareil qui seront invisibles pour les lecteurs, mais je change de point de vue. C'est-à-dire que si j'écris à travers le prisme de mon héroïne pour le dernier bouquin et que je n'y arrive plus, je suis bloqué, je sais pas pourquoi, ben je vais écrire du point de vue d'un personnage secondaire ou d'une silhouette et je me dis qu'est-ce que ce personnage est en train de voir ou est en train de vivre dans cette scène-là ou dans cette situation-là. Et ça me donne une autre façon de voir ce que je suis moi-même en train d'écrire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vraie vie aussi. Quand on est bloqué dans une situation personnelle, on peut se dire, la personne que je connais pas et qui est là, qu'est-ce qu'elle est en train de penser de moi et qu'est-ce qu'elle est en train de voir. Mais ça donne mine de rien des informations qui, je suis désolé de vous avoir pris la partie, ça donne mine de rien des informations sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est hyper intéressant pour construire une intrigue. Même si après on ne garde pas ces chapitres-là, ça nous permet d'étoffer notre propre connaissance de la situation. Du coup, moi j'ai une question, j'ai plus vraiment de questions, j'allais demander, est-ce que le public a des questions du coup maintenant ? Il y a des questions. Le film va être assez long. Oui. C'était pour le monsieur juste en face de moi. Qu'est-ce qui est intéressant de votre point de vue pour tout ce qui est les esprits brisés, comme vous dites, dans vos histoires? Qu'est-ce que vous entendez par esprit brisé ? Vous aviez mentionné que vos personnages avaient souvent un esprit brisé ou ce genre de choses. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce que justement rend intéressant un esprit brisé, contrairement à un autre personnage tout à fait sain, par exemple? Qu'est-ce qui fait que vous, ça vous donne le petit... Je pense que c'est une déformation professionnelle parce qu'à la base, moi je suis psychologue. On n'a pas fait la totale du CV, du parcours. Et moi, ce qui m'intéresse, je pense que c'est une déformation, c'est les failles. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au quotidien est nécessairement mu par nos propres failles. Et c'est pas l'esprit brisé qui m'intéresse, c'est plutôt ce que cette brisure ou cette faille fait que tel ou tel personnage ou telle personne va agir de telle ou telle manière. Et c'est en ça que ça apporte un intérêt pour moi. C'est-à-dire moi, travailler sur un personnage qui va être lisse, déjà ça n'existe pas dans la vraie vie. On a tous des failles et on a tous été brisés par des choses dans nos vies qui nous constituent. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Comment ça nous constitue et comment ça nous sublime et comment ça nous fait plonger. Et c'est un peu comment on arrive à trouver un équilibre ou pas. Alors dans mes bouquins c'est souvent ou pas qui m'intéresse dans l'écriture, à la fois dans le fond mais aussi dans la forme. C'est-à-dire le style pour moi c'est
c'est intrinsèquement lié à l'état d'esprit du personnage, donc à ses failles. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui. J'avais une question, c'était par rapport... lorsque vous parliez des interactions avec les producteurs et des contraintes surtout des mises en scène, est-ce que vous auriez des histoires, des pires contraintes qu'on vous a dit ou qui vous ont le plus frustré, un peu comme cette histoire de personnages qui devaient être condensés ou fusionnés? Alors ça, il y en a des quantités. Je vais en prendre celle d'hier, par exemple. N'allons pas chercher bien loin. Hier soir. Donc là, c'est une série. Donc voilà, pour une grande chaîne nationale. Je ne vais pas donner de nom. Donc du coup, voilà, c'est un an et demi de boulot avec 2 co-auteurs extra. On avait fait un projet d'un côté. J'avais fait un projet d'un côté avec une co-autrice et un projet avec un autre co-auteur. On arrive dans 2 impasses. Et il se trouve que ce qu'on cherchait à faire sur ces 2 projets, une nuit je me réveille, je me dis waouh, en fait on est bloqué sur les 2 trucs, si on les assemble, ça donne un projet et on débloque la situation. Donc génial, donc là on part en avance, on bosse comme des dingues, 1 année de boulot avec un producteur, on se dit là on a l'idée géniale et tout. Quelques contraintes spécifiques à ce projet-là. On construit tout dans la psychologie d'une femme avec vraiment des failles et des choses, enfin vraiment ça en fait un personnage extraordinaire. On passe tous les stades au niveau des productions, des décideurs dans la chaîne. Donc on a les conseillers de programme, tout le monde est OK, porte le projet, etc. Et là, hier, c'était le moment ultime avec la grande patronne qui doit dire le oui ou non final, donc le verdict. Et si c'était un homme? Donc la petite suée. Et pour le moment, c'est pas oui tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Donc voilà, ouais, c'est formidable. Donc on repart à zéro, on reconstruit quoi. Donc là c'est galère. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ce genre d'exemple, il y en a mais en permanence quoi. Donc avec les éditeurs, on en a moins parce que généralement quand on apporte un texte et qu'il a dit OK, voilà, on va avoir des retouches, on va avoir des choses, ça va dépendre quand même de certains éditeurs où des fois il y a une refonte. Le problème sur un livre, quand il y a une refonte majeure, c'est que c'est 350 pages à se retaper. Donc là c'est vraiment un boulot de fond énorme. Que souvent sur un projet, on en est encore à la phase de la pré-bible, sur une vingtaine de pages, 25 pages, même si c'est très technique avec plein d'éléments à traiter. Voilà, le bouquin, par contre, quand il y a un gros souci structurel, bon, faut savoir faire. Et c'est là où on voit qu'on aime écrire. On est capable de se dire en 10 secondes, il passe au tiroir et je passe au suivant. Et on a juste balancé 1 an à la poubelle, quoi. Pas forcément à la poubelle, mais bon, quand même quelque part, quoi. C'était pour savoir aussi, est-ce que vous avez déjà remarqué que par exemple vous mettiez votre propre vie personnelle parfois en test, entre guillemets, pour pouvoir avoir une écriture un peu plus sincère et correcte? Est-ce que vous avez déjà tenté des choses comme ça? La notion d'autobiographie un petit peu, alors Dasson, je crois que dans tous nos livres, ça va être difficile de ne pas voir un petit peu un morceau de nous-mêmes. Ça c'est obligé, et souvent les premiers romans, c'est là où il peut y avoir une dose un peu plus importante de nous. Après je m'en remets à David plus en psychologie, mais globalement, ouais, c'est vrai que si on lit mon premier roman qui est très imparfait, bah, ceux qui me connaissent, voilà, il n'y a pas une page qui était tournée sans qu'on me dise ah ouais, on te retrouve là. Donc effectivement après on se détache quand même de choses, mais il y a quand même un peu de nous qui est disséminé à droite à gauche, même si on a des personnages qui ne nous ressemblent pas du tout. Il y a quand même un peu de nous à travers ce personnage, voilà. Donc il y a un peu de nous partout, il n'y a pas le choix. Même rien qu'avec l'empathie de se mettre à la place du personnage en question. Après, ouais, même au niveau les points de vue, justement, on le voit à travers le point de vue. Quand on discute avec quelqu'un, qu'on apprend à le connaître, etc., on retrouve ces points de vue dans les personnages. S'il y a des petites choses qui sont là, qui trahissent, même si on voit que la personne a essayé de faire autre chose, on retrouve quand même une petite composition. Et c'est d'ailleurs beau parce que c'est ce qui fait notre signature, qui participe au tressage de notre style. Le style, c'est une partie des dialogues, une partie de narration, description, une partie de mise en scène.
si on nous demande à tous les trois de décrire un enfant sur une plage en train de jouer, il y en a un, ce sera peut-être un gamin de 2 ans qui joue avec un ballon, l'autre sera une petite fille qui fera du cerf-volant, et l'autre, ça pourrait être, je sais pas quoi, peut-être même pas un enfant vraiment, mais qui sera dans l'eau en train de nager. On n'aura pas posé la caméra aux mêmes endroits, mais elles correspondront peut-être plus à ce qu'on est, notre parcours, quoi. Ouais, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on dirige un atelier d'écriture, de donner une thématique apparemment ultra resserrée et de voir que quand on a 10 personnes en face, les textes sont radicalement différents, alors qu'on avait l'impression que tout le monde sortirait la même chose. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que dans nos bouquins, à toutes et tous, il y a de nous nécessairement. Et c'est pas nécessairement nous, ça peut être nos angoisses, ça peut être nos peurs, ça peut être nos contraires, mais ça reste nous. Donc du coup, on va conclure cette table ronde avec une toute dernière question, avec réponse rapide. Pour vous, si vous avez vu les films, quelle adaptation avez-vous préférée entre le Dune de Villeneuve ou le Dune de David Lynch? Alors moi, ça va vite être réglé parce que j'ai pas vu celui de Villeneuve. Et hélas, parce que j'aime beaucoup Denis Villeneuve et des raisons personnelles ont fait que je ne suis pas allé les voir. Il existe aussi les 2 séries sur Dune. Ouais, non, j'ai vu que celui de David Lynch et j'aime beaucoup David Lynch, donc hélas j'ai vu son Dune, voilà. C'est pas évident à répondre parce qu'en fait dans chacun, le problème c'est que les adaptations, il y en a plusieurs et on les goûte à des périodes différentes de notre vie. Donc il y a un effet waouh à un moment de notre vie où on découvre des choses, puis 10 ans plus tard on trouverait ça autrement. Donc il faudrait à chaque fois recontextualiser, se dire à tel moment de ma vie, ouais j'ai vraiment kiffé, mais comme c'est des périodes différentes, là j'ai plus envie de dire le dernier parce qu'il y a des choses exceptionnelles dedans. Et puis j'ai beaucoup analysé l'effort entre le livre et le film, les choix qui ont été faits. Et c'est vrai que j'ai un œil aussi, un regard un peu technique dessus en me disant ils ont été forts parce qu'ils ont vraiment réussi à extraire la substantifique moelle des livres pour l'amener à l'écran et c'est plutôt bien fait. Oui, Villeneuve il avait fait la promesse de réaliser l'adaptation la plus fidèle. Et je pense qu'il a trahi un peu la promesse. Et même s'il a réussi à avoir un bon casting, mais le casting avait aussi plus de temps pour développer les personnages que la version de Lynch. Et la version de Lynch, c'est dans mon cœur aussi, même avec tous les fautes, avec tous les côtés kitsch, tout ça. Mais c'est plus onirique, plus imaginatif, plus spirituel, on dirait. La version Villeneuve, c'est comme un film de guerre. C'est plus matérialiste, la vision qu'il a. Sont différentes, mais si je suis obligé de choisir, Lynch. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réponses et je remercie le public aussi d'avoir écouté.